Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Comptoir du jeudi. Merci à Mélanie, merci Patrice de nous rendre visite pour nous parler d'escape game et de Scape. Voilà, on va sans plus attendre, hein, je vous rappelle une demi-heure d'exposition, là, de prise de parole de nos invités et après une demi-heure de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat. Merci beaucoup, je m'éclipse et je laisse la parole à nos invités. Merci. Merci à vous de nous inviter. Bonjour à tous les deux, à tous plutôt. On va se présenter peut-être. Je vais laisser la parole à Mélanie pour se présenter. Bonjour tout le monde. Moi, je suis donc Mélanie Fenard. Je suis professeure de SVT et de SNT en lycée dans l'Académie de Versailles. Je suis aussi formatrice et bon, je fais un petit peu pas mal de choses aussi. Je bosse avec Patrice depuis 2017 sur la notion des escape games pédagogiques essentiellement. Donc moi, ça va être aussi rapide puisque je suis comme Mélanie, professeur d'SVT à l'origine et puis je suis formateur sur l'Académie de Créteil. Et donc depuis 2017, je suis aussi, enfin depuis 2017, oui, je suis sur Skype. Je travaille à Skype. On va partager l'écran. On va commencer tout de suite. Tac. Donc, au tout début, on va travailler surtout sur la création en ligne des jeux vidéo, donc des jeux d'évasion. On va essayer de voir les conditions à mettre en place pour créer justement des jeux d'évasion, des escape games, comme on dit. Mais avant, on va peut-être présenter Scape, en sachant d'abord que Scape, c'est un site. On a créé un site en 2017 suite justement à des formations. Ça correspondait en réalité à simplement, au début, c'était même un blog uniquement, où on partageait les ressources des stagiaires, les escape games des stagiaires. Puis c'est devenu vraiment un site où on analyse les escape games des collègues, que les collègues veulent bien partager. Et on partage également tout ce qui est réflexion, les différents outils que l'on trouve, les différents outils que l'on crée. Et on a donc monté ce site depuis donc 2017 réellement. Au tout début, j'étais tout seul suite à ma formation. Puis après, il y a eu Mélanie qui est arrivée. Et enfin, maintenant, on est un réel collectif puisqu'on est une association à titre non lucratif où on est 16 personnes. On a une collégiale, il y a je ne sais plus combien on est de présidents, je crois qu'on est 5 ou 6 maintenant. Et donc, en tant que collectif, on participe à des animations, à des événements, on crée également des interventions et on génère aussi des parcours, pas des parcours, des concours. On peut créer des concours, on va en faire un là bientôt pour nos abonnés justement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qu'on anime, on a une page Facebook et un groupe Facebook, on a appelé ça le Scape Club, où là, c'est surtout des enseignants, mais on a différentes personnes venant de différents horizons qui viennent se greffer, qui viennent s'abonner à Scape. Et on a également une page TweetX, on va dire, une page X, qui est à l'origine en fin de compte même de notre collégial, de notre collectif, on s'est rencontrés tous, plus ou moins, via Twitter à l'époque. Donc peut-être, avant d'aller plus loin aussi, peut-être quand même définir ce que c'est qu'un escape game pédagogique. Alors les escape games, j'espère que vous connaissez quand même, mais on va revenir dessus. Ça vient du Japon au début des années 2000, 2003, 2004, si mes souvenirs sont bons. C'était d'abord des jeux vidéo, puis c'est devenu des jeux qui se déroulaient dans les salles. Ça correspond à 2010. Vers 2013, on a eu les premiers jeux, justement, escape game en salle, les escape rooms, qui sont arrivés en France. Et dès 2015, il y a eu la création d'escape games pédagogiques par les collègues. C'est-à-dire qu'ils ont repris un petit peu les caractéristiques de l'escape game. C'est-à-dire que c'est un jeu d'équipe dans lequel, en fin de compte, les membres, les participants doivent résoudre des énigmes pendant un certain temps, un temps limité, souvent 1 heure, mais ça peut être un escape game de 15 minutes. On a fait dernièrement un escape game de 15 minutes. On nous avait demandé un escape game de 15 minutes. Et dans l'objectif, donc, à l'origine, c'était de s'évader d'une pièce, mais ça peut être trouver un trésor, trouver quelque chose, ou même simplement remplir une mission, c'est-à-dire que l'objectif, il s'est élargi par rapport à ce qu'il y avait initialement.
et ils deviennent pédagogiques parce que là, il y a un but éducatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir soit un jeu de découverte, soit d'apprentissage, soit de révision de notions acquises pendant l'année, par exemple, ou lors d'un chapitre. Donc, on a résumé ça sous forme des 5 E, ces 5 caractéristiques, c'est souvent, on appelle ça les 5 E, mais pour que la boîte de E soit complète, on en a rajouté un 6e qui n'est pas une structure, qui n'appartient pas à la structure vraiment des escape games, mais en réalité, les escape games sont chargés d'émotions, enfin, vont permettre de générer des émotions chez les joueurs, on espère des émotions positives, et justement, ces émotions, on espère que ça va avoir un impact sur ce que l'on veut faire, quoi. Donc, on va voir justement les apports. Je vais laisser la parole à Mélanie. Alors, comme on peut le voir ici, en fait, pourquoi créer des escape games pédagogiques en classe, en formation? Alors, ça va en fait énormément stimuler l'engagement et la motivation des joueurs. Souvent, la mise en situation en permet vraiment de les faire rentrer très très vite dans l'activité. On va jouer aussi sur l'intelligence collective. C'est vraiment typiquement des jeux où il va falloir collaborer, coopérer, travailler par des matchs d'essais-erreurs. Et donc ça fait vraiment fonctionner le collectif. La mise en activité, ben, comme je le disais, en fait, hein, plus l'engagement ou plus l'introduction est prenante, en fait, et plus ils vont facilement se mettre en activité. Et donc, il y a vraiment cette motivation à travailler et ce qu'on appelle aussi être dans le flow, en fait, hein, c'est vraiment être plongé dans son activité. Alors, ce qui correspond aussi un petit peu à l'icône d'après où il est indiqué mémorisation, mais c'est mémorisation et flow. En fait, on est tellement plongé dans l'activité qu'on va vraiment donc être dedans et ça va aussi aider à l'ancrage, à la mémorisation des différentes choses qui ont été vues dans l'escape game. Et enfin, la notion d'effet viral, alors ça, ça correspond plus au fait que, bah, en fait, quand on a joué un escape game, par exemple, avec une classe ou avec un groupe de formateurs, en fait, il y a un effet bouche à oreille, en fait, et ça donne aussi envie, même si on n'a pas encore joué l'escape game, ça donne envie justement de vivre ce genre d'expérience. Alors, nous, donc depuis 2017, on réfléchit là-dessus et en 2019, en fait, on a sorti un premier ouvrage, donc les escapades pédagogiques avec les jeux d'évasion aux éditions Ellipse. Et donc l'idée, en fait, c'était vraiment de partir de notre expérience de terrain et c'était essentiellement des escape games réels, même si on connaissait déjà quelques outils et on avait déjà, pour certains d'entre nous, réalisé des escape games virtuels, des jeux qui pouvaient se jouer en ligne. Avec les différents confinements depuis 2020, on a eu donc une mise à distance des élèves et des formations. Et donc, beaucoup de collègues se sont mis à créer des jeux, à transposer leurs jeux réels en ligne. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'outils qui ont été créés. Il y a beaucoup de tests qui ont été réalisés. Et eh bien, du coup, on a sorti en 2022, fort de tout cela, en fait, un nouvel ouvrage, donc Escapade en ligne, qui s'intéresse plus précisément à ces jeux d'évasion virtuels. Donc nous, on préfère le terme de virtuel à d'autres jeux, enfin à d'autres noms, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, assez général, le terme de virtuel. On pourrait dire jeu numérique, etc., jeu à distance. Mais en fait, ça dépend parce qu'un jeu numérique, en fait, on peut le faire aussi en classe. Enfin, voilà. Donc, le terme de jeu virtuel, on aime bien. Et en fait, on peut aussi s'amuser à mélanger le virtuel et le réel. Donc, on en reparlera un petit peu par la suite. On apprécie quand même pas mal ce format, même si on a toujours une préférence pour les escape games réels. Alors, le virtuel, en fait, apporte un certain nombre de contraintes, hein. On n'a pas les joueurs qui se mettent à quatre pattes, qui fouillent, il n'y a pas de manipulation réelle. On a un travail d'équipe qui est plus difficile à mettre en place. Mais on a aussi de réels avantages. Ben, par exemple, le jeu virtuel, il se remet automatiquement à zéro, et il coûte rien généralement. On peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs. Donc pas mal d'avantages et beaucoup, beaucoup de possibilités aussi au niveau du scénario que l'on peut mettre en place. Alors, comme disait Mélanie, on a beaucoup de contraintes qui sont liées au numérique, aux jeux virtuels, et ces contraintes sont liées souvent aux outils. Donc, on n'a pas trouvé, pour l'instant, on va dire, de générateur d'escape game en ligne idéal pour les enseignants, ou du moins qui répondent à toutes les exigences de scénario, de pédagogie, de côté ludique des enseignants. En fin de compte, chaque enseignant, enfin les enseignants utilisent beaucoup d'outils. Alors là, on en voit quelques-uns. Il y a du Geniali, il y a du Jawa, on voit même un M de Moki, il y a Twine. Enfin voilà, les collègues utilisent différents outils, ils les détournent complètement. Mais en réalité, il y en a deux qu'on a retenus, enfin moi deux que je retiens personnellement.
La Geniali, c'est celui qui a vraiment été utilisé pendant le confinement par les collègues. Tout simplement, alors un petit exemple, j'ai ouvert un Geniali qui s'appelle le Dr Love, c'est un Geniali que j'ai réalisé, mais en réalité, simplement pour la présentation, on voit déjà qu'au niveau de l'usage, On ne le voit pas, Patrice. on ne le voit pas, donc je ne partage que l'onglet, c'est dommage. Alors je vais arrêter ça et je vais remettre mon onglet. Parce que j'avais changé d'onglet, mais je pensais que vous le verriez. Hop, désolé. Est-ce que je peux partager tout mon écran? Fenêtre, tout l'écran. Ah oui, c'est fenêtre, c'est pour ça que j'ai fait ça. D'accord, là, ça sera mieux. On aura moins ce problème-là. Donc, j'ai ici mis un exemple de Geniali qui est déjà construit, hein, bien sûr. Donc, on a une succession de pages. Ça ressemble vraiment à un outil de présentation, un PowerPoint ou un OpenOffice, un Impress, en fonction de l'utilisation que vous en faites. Et donc, on a différentes pages, on a un nombre de ressources très, très importantes et la manipulation est vraiment très proche d'un logiciel donc, de présentation. On fait glisser les objets, on peut ajouter plein d'interactivités. C'est vraiment pour ça, je pense, que les collègues l'ont utilisé, l'ont détourné pour faire des escape games parce qu'ils en avaient déjà un usage pour leur présentation à eux et leur classe. Là, je vous ai mis une deuxième interface, vous la voyez? Oui. C'est celle de Rakura. Donc, c'est un logiciel réalisé par un jeune développeur, du jeune, je peux me le permettre, qui a, lui, l'avantage, contrairement à Geniali, justement, par exemple, de pouvoir qui permet de faire des jeux collaboratifs. C'est-à-dire vraiment que les actions faites par un joueur va se répercuter sur l'interface d'un autre joueur, même s'il n'est pas sur le même ordinateur, ce qui n'est pas le cas avec Geniali. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, l'interface est beaucoup plus abscon et un peu plus difficile. Par exemple, quand on veut récupérer une salle, il faut aller là-dedans. On a ici des termes qui sont imposés en fin de compte par le joueur et qui ne nous plaisent pas forcément en tant que créateur d'escape game pédagogique. On a la notion de meubles. Nous, on n'a pas forcément des jeux d'escape game avec des meubles, mais voilà, c'est quelque chose qui est fixe dans une salle. Donc voilà, on a ici deux exemples d'interfaces qui ont chacune leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est Geniali qui est vraiment très, très utilisé par les collègues. Il y a même des groupes de Facebook qui se mettent en place autour de Geniali. Bon, sachant que l'important, c'est justement la scénarisation. Alors, grâce au numérique, on va un peu se libérer du réel, c'est-à-dire que toutes les contraintes qu'on peut avoir dans le réel avec peu de budget, voire même gratuitement, réussir à faire un jeu avec un décor, etc. Là, on n'a plus de contraintes, puisqu'en fin de compte, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et une plus grande richesse, justement, de scénarios liés, grâce au numérique, dans les escape games numériques, plutôt que dans les escape games réels. En sachant qu'on préconise, malgré tout, de garder un escape game avec une trame et un scénario avec une trame qui ne soit pas linéaire, parce que là, on va avoir des difficultés de blocage, on va avoir, alors c'est surtout le cas pour les jeux réels, mais si on a plusieurs joueurs qui sont autour d'une énigme, ils seront forcément autour de chacune des énigmes, donc il y aura une visibilité moindre des énigmes. Par contre, avec un jeu en convergent ou ce qu'on appelle un jeu en parallèle, on va avoir une possibilité de répartition des joueurs dans les différentes énigmes. Donc, ça va contraindre les joueurs à collaborer, à s'échanger. Alors, on peut même compliquer les choses en mettant de l'imbrication, c'est-à-dire de faire dépendre des énigmes d'autres énigmes. Alors là, on a déjà le jeu devient plus complexe, mais en réalité, on va avoir une collaboration nécessaire et indispensable pour que les joueurs puissent avancer dans le jeu. La difficulté dans le scénario aussi, c'est de faire un réel scénario où les notions les énigmes sont en rapport avec le scénario et non pas une succession d'exercices. Souvent, et c'était surtout avant le confinement, on voyait ça, on avait une succession de petits exercices qui pouvaient être un petit peu ludiques parce que c'était des mots croisés, mais c'était des exercices qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux et ils étaient simplement reliés par le fait qu'on trouvait un numéro qui permettait d'ouvrir un cadenas à la fin. Donc pour nous, ça
ce n'est pas vraiment de l'escape game, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'immersion dans le jeu complet. La difficulté, c'est justement de pouvoir jongler entre l'apport ludique des énigmes et leur contenu, en fin de compte, pédagogique. Et il faut que ça soit équilibré, justement. Quand on parlait d'immersion, on va pouvoir... Alors justement, voilà, l'immersion, elle va être vraiment importante et c'est elle qui va favoriser en fait l'engagement des joueurs. Et comme le disait Patrice, en fait, on est plus libéré finalement par rapport au scénario et on va pouvoir aller chercher notamment des images, des décors, des sons, des bandes son, etc., qui vont pouvoir donc immerger vraiment les joueurs à l'intérieur de ce jeu virtuel. Donc, c'est important de soigner l'accueil, l'introduction de manière générale. Là, ce que vous voyez, c'est deux exemples en fait de décors dans deux escape games virtuels. Un sur la gauche en fait qui correspond à une bibliothèque, alors où j'ai rajouté pas mal d'objets. Et donc en fait, ça fait vraiment un espace dans lequel on est voilà, assez sombre, dans lequel on va devoir fouiller avec pas mal de bazar. Et puis un autre exemple sur la droite, c'est un escape game de Nicolas Forestier, un collègue du collectif, où là, vous voyez qu'on est carrément dans un univers complètement plus onirique. Voilà, c'est une histoire de la petite sirène, il y a Poséidon, etc. Donc on est vraiment plus dans le magique, mais c'est quelque chose qu'on aurait du mal en fait à recréer dans la réalité. Donc on peut vraiment s'amuser à recréer complètement des univers. Alors après, le numérique peut avoir aussi des limites nécessairement. Par exemple, si on regarde Geniali, on ne peut pas, par exemple, simuler le fait de faire le tour de la pièce. Alors il y aura d'autres outils comme ThingLink, par exemple, ou des outils de 360 qui vont permettre de faire ce genre de choses, mais qui n'ont pas non plus exactement comment dire, les mêmes avantages en fait, ou exactement les mêmes paramètres. Alors, ce qui va permettre aussi la réussite de l'escape game, ça va être les énigmes. Ce sont les énigmes qui sont vraiment essentielles. Alors, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit une série d'exercices, en fin de compte scolaire. C'est souvent on tombe dans ce défaut-là, c'est qu'on fait des exercices. Et la clé de la réussite, c'est vraiment lié à la diversité des énigmes. Alors, pour cela, on a fait une classification, on a fait une typologie d'énigmes, on a défini 5 catégories d'énigmes. Alors, comme toute classification, elle n'est pas bonne en réalité, parce qu'il y a toujours des difficultés pour classer une énigme. En réalité, elle utilise différents dispositifs, différents systèmes. Bon, on a défini, par exemple, les énigmes de type chiffrement, donc avec codage, donc c'est tout ce qui est code César, etc. Ça peut être aussi simplement ranger des objets selon un certain ordre et ça développe, ça donne un code, ça fait apparaître un code. Il y a toutes les énigmes de superposition, c'est-à-dire qu'on va avoir soit par le jeu de transparence, on va mettre deux objets l'un sur l'autre et ça va faire apparaître un texte. C'est les fameuses énigmes dans Tintin à la fin où il lit les 3 messages de la famille des frères Loiseau, je crois que c'était ça. Ou ça peut être un cardan, un cache avec des trous qui vont faire apparaître certains mots dans un texte. Les énigmes avec manipulation, donc là, il y a vraiment des mécanismes, il y a des mesures, des choses assez précises à réaliser. Il y a toutes les énigmes avec... Pardon ? Je voulais juste te dire, c'est ce qui est le plus difficile à simuler avec un escape game virtuel. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et on a les énigmes donc avec observation, où là, c'est le simple puzzle, ou simplement comparer des éléments, rechercher des fautes d'orthographe dans un texte, etc., qui vont donner des petits indices. Et puis, il y a toutes les énigmes là, assez faciles, et justement, on tombe classiquement dans ces énigmes-là, qui sont assez proches des exercices, en fin de compte, scolaires, qui sont des jeux de logique, donc les mots croisés, les quiz, etc., etc. Et justement, ce que disait Mélanie, c'est que en règle générale, on arrive à transposer ces énigmes de façon numérique, mais il se peut qu'on ait des difficultés avec tout ce qui est manipulation. Alors, je vous donne l'exemple de Dr Love. Donc, j'ai mis simplement, je suis déjà rentré, j'ai déjà réalisé quelques petits trucs. Mais par exemple, ici, j'ai récupéré un objet et on peut s'amuser à faire par transposition, par transparence, jouer à... par superposition, on peut faire apparaître, par exemple, un texte en faisant jouer cette grille. Donc ça, c'est le genre d'énigme qui se fait assez facilement en réel, mais qu'on peut tout à fait faire en virtuel aussi, en jouant en blanc avec les objets. Là, j'ai une autre énigme un petit peu qui montre comment on peut également faire... découvrir quelque chose simplement en faisant dessiner un parcours. Donc, dans le jeu, on découvre un parcours où il y a
Bar-le-Duc, Paris. Après, on doit descendre, si mes souvenirs sont bons, à Bourges, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Bourges, j'ai noté. Bourges, on va aller après à Dijon. Et puis de Dijon, on sait que la personne a été à Valence, et de Valence, elle a été, hop, à Tulle, hop. Et là, on voit, hop, là j'ai la souris qui patine, et on voit que j'ai réussi à dessiner un 5, et donc on a un indice, on a un résultat, en fin de compte, grâce à ce jeu-là. Et puis, pour aller même plus loin, l'idée des mécanismes qui sont assez complexes, je vais débarrasser de ça, comme ça sera tranquille. J'ai ici, derrière la blouse, un code. On verra tout à l'heure les cadenas, c'est ce qu'on appelle un code, un Loki. Alors, je vais peut-être sortir de la pièce pour vous montrer où c'est, justement. Ici, quand je suis dans le couloir, j'ai un placard qui est fermé. Et en fin de compte, quand je viens ici entrer le code, donc il y a toute une série d'énigmes qui me permet de choisir, de trouver les couleurs. Donc, de mémoire, sur mon petit bout de papier, j'ai bleu, rose, vert, jaune, violet et rouge. Quand je valide, il y a un bruit. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous, le bruit, s'il est passé, mais on a un petit bruit qui apparaît et qui se fait entendre, et à ce moment-là, il y a même une petite indication comme quoi on a un bruit. Et là, c'est au joueur d'aller trouver, de se dire, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et en réalité, dans le couloir, le casier est ouvert. Donc, vous voyez, on arrive à transposer quand même ces jeux de manipulation, ces mécanismes, dans un sens, à les simuler de façon virtuelle ici. Et on peut aller plus loin avec des mécanismes plus complexes, avec des ampoules à allumer. Si celle-là n'est pas allumée, l'autre ne marche pas, etc., etc. Ça peut devenir très, très complexe. Alors la fouille, c'est l'autre élément super important des escape games et on adore voir les élèves et les stagiaires se mettre à quatre pattes pour chercher. Donc là, il va falloir faire autrement, mais quand même, on arrive à le resimuler avec des interfaces en jouant sur la superposition d'objets, sur les clics d'objets, sur l'apparition, la disparition d'objets. Et c'est intéressant parce que, bon, déjà, c'est marrant quand même. Et puis, si jamais ils sont en train de jouer à plusieurs, on peut faire jouer aussi la collaboration. Donc là, en fait, vous avez un exemple d'un sas entrée bah, c'est mon premier escape game, en fait, hein, réalisé en, je sais plus, 2017, et transposé en numérique. Et vous voyez qu'en fait, on doit déplacer des objets pour découvrir, en fait, des fragments de QR code. Donc, certains sont derrière d'autres objets, certains sont tout en haut, en limite d'interface. On peut les faire glisser, etc. Donc ça, c'est le truc sympa quand même du début des escape games qu'on peut très, très facilement simuler, pimenter, en fait, ainsi son jeu avec, bah, alors là, c'est l'exemple de Geniali, mais ça existe aussi sur d'autres interfaces. Alors, je rigolais parce que comme j'ai testé tout à l'heure, j'ai malheureusement pas réactualisé la page. Et donc, de ce fait, ça avait conservé le déplacement que j'avais fait initialement. Donc, j'ai remis les éléments en place. Et bon, c'est pas grave. Les cadenas aussi sont un autre élément important des escape games, même si de plus en plus, dans les escape games réels, dans les salles, on voit disparaître les cadenas pour les remplacer par des mécanismes. Mais on a la chance, justement, avec le numérique, d'avoir des sites qui permettent de générer de nombreux types de cadenas. En réalité, même les outils eux-mêmes proposent des fonctionnalités qui permettent de bloquer l'avancement. Par exemple, dans Geniali, on peut bloquer l'accès à une page, tout simplement en mettant un mot de passe, mais c'est relativement limité. Mais Loki, entre autres, c'est un collègue de maths de je ne sais plus quelle académie qui a généré ce site. Il propose une série de cadenas monstrueux. Entre autres, on a vu tout à l'heure le cadenas avec les chiffres et avec les couleurs, mais on peut avoir tout à fait un cadenas normal avec des chiffres. On peut avoir un cadenas comme sur les téléphones de symboles. On a un cadenas Piano. avec le piano. On a un cadenas avec des interrupteurs qu'il faut ouvrir ou fermer, donc on a une série d'interrupteurs. Donc voilà, il nous propose gratuitement une pléthore de cadenas qui sont assez intéressants pour les intégrer. En plus, l'intérêt, c'est qu'on peut les intégrer notamment dans Geniali. Je crois que dans Rakura, pour l'instant, on ne peut pas encore les intégrer, mais on pourrait l'imaginer par la suite. Et puis nous, pour Geniali, on avait ajouté toute une série d'extensions. On a créé pour Geniali des extensions qui permettent de faire plein de choses. Et notamment, on avait toute une série de cadenas. Donc là, sans rentrer dans les détails, il suffit de trouver le bon code. C'est 1469, si mes souvenirs sont bons.
Hop, là on a en chiffres romains. Et quand le cadenas, quand la combinaison est bonne, on a le cadenas s'ouvre et on a d'autres fonctionnalités, d'autres objets qui s'ouvrent et on peut par exemple aller sur la page suivante pour progresser. Alors, le Game Master reste absolument essentiel, alors toujours dans un escape game réel, mais aussi dans un escape game virtuel. Notamment si on le fait jouer le jeu en ligne, en fait, mais en direct, par exemple par exemple dans Teams ou dans une classe virtuelle, on peut du coup recréer les modalités d'un jeu physique. C'est-à-dire que le Game Master crée des groupes, les élèves ou les stagiaires se travaillent en équipe et ensuite il peut passer au sein des différents groupes. Si jamais le jeu n'est pas synchrone, en fait, il faut prévoir en fait les coups de pouce parce que si le Game Master passe dans les salles, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas là, puisqu'on joue tout seul en ligne, voilà, en manière asynchrone, eh bien, il faut avoir prévu en fait un certain nombre de coups de pouce. Alors, les coups de pouce en live ou pas, ça peut être technique, ergonomique sur le contenu, tout à fait. Et donc, soit en direct, comme je le disais, soit automatisé, différencié, c'est-à-dire qu'on a déjà prévu dans le jeu des petits coups de pouce qui apparaissent au bout de 30 secondes, au bout d'une minute, etc. Et qui sont de plus en plus explicites. Donc ça, c'est quand même une bonne façon d'aider quand même les personnes, même si on n'est pas en live avec eux. Et puis, ça pourrait être asynchrone. C'était souvent le cas, par exemple, lors des différents confinements. Il suffit de donner un jeu à faire, à réaliser aux élèves, et puis de mettre en place soit une messagerie, soit un forum, pour éventuellement pouvoir les débloquer, mais du coup, complètement en asynchrone. Alors, le Game Master, ça va être aussi le responsable du débriefing. Et vous le savez, le débriefing, c'est quand même la chose la plus importante parce qu'on est bien content de jouer, mais parfois, on va retenir que le jeu. Donc, pour un escape game réel comme pour un escape game virtuel, le débriefing, c'est essentiel pour les apprentissages. Si on est sur un jeu virtuel, donc en effet, il va falloir réfléchir à d'autres modalités. Donc, si on est en classe virtuelle, on va pouvoir faire le débriefing avec les élèves, avec les personnes, avec les joueurs, soit équipe par équipe, soit attendre que tout le monde ait terminé pour faire un débriefing tous ensemble. Si on est en asynchrone, eh bien, ça peut être pas mal d'avoir prévu un débriefing. Alors là, celui qui est au milieu, par exemple, petites énigmes mais vieilles poussières, en fait, j'ai repris la structure du jeu et là, en fait, on retourne sur les différents indices. Et on a des explications en fait sur ce qui a été découvert lors du jeu. Et ce qui est pas mal aussi, alors ça peut être en asynchrone, ça peut être juste après l'avoir fait le débriefing en synchrone, c'est de prévoir un questionnaire. Donc là, c'est un exemple de WooClap qui peut se jouer en synchrone dans une classe virtuelle, mais ça pourrait être un questionnaire en ligne à compléter par la suite. Donc pour recueillir à la fois les émotions des joueurs, mais aussi ce qu'ils ont retenu, et ça va aussi aider à mémoriser les contenus du jeu. Et puis, pour finir, par rapport aux escape games numériques, en réalité, les outils numériques sont souvent intégrés. Alors, Mélanie, au tout début, parlait des escape games virtuels, mais pas forcément. On peut avoir des outils numériques intégrés dans un escape game réel ou physique, on va dire ça comme ça. Mais on peut faire le contraire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un jeu sur l'ordinateur qu'on est obligé de rester sur l'écran, devant son écran. Donc, on peut, quand on crée le jeu, imaginer des situations qui permettent de sortir de l'écran. Donc ça peut être tout simplement une petite énigme à réaliser. Enfin, on impose en fin de compte au joueur d'utiliser du matériel qu'il a dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, si bien sûr ça se fait à distance. Si ça se fait dans une salle de classe, on peut très bien imaginer qu'on va sortir de l'écran pour faire une manipulation qui est sur la paillasse. Donc là, c'est tout simplement une chromatographie à partir de petits bonbons, les colorants alimentaires. On va faire quelques tâches et on va les faire migrer selon un liquide et en fonction de la couleur qui arrive en premier, enfin selon l'ordre d'avancée des colorants, bon, ça va nous donner la combinaison du cadenas à Loki qui est juste en dessous. On peut imaginer soit on fournit un document, soit le document est imprimé chez soi. Et on peut faire de l'origami, monter un petit cube. Là, sur la droite, c'est un labyrinthe en 3D, si vous voulez. Donc, on part du robinet et on va jusqu'à la goutte d'eau. Et donc, les différents mouvements que l'on génère vont correspondre au sens de déplacement du cadenas, enfin, aux différentes directions du cadenas directionnel que l'on a. Donc là, ça donne un effet un petit peu, alors, ce que Mélanie appelle l'effet V, c'est-à-dire qu'on va sortir vraiment. Pardon ? C'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, mais... Oui, c'est comme ça, mais c'est toi qui l'utilises souvent, ce terme. Voilà. Donc, ça s'approche de l'effet théâtral où le spectateur n'est pas que spectateur, il participe également au
au spectacle. Et là, c'est un petit peu cette technique-là, si on peut, c'est-à-dire qu'on va sortir de l'écran. On peut même aller plus loin. Alors, je n'ai pas mis la photo, mais on peut très bien le faire. Mélanie l'avait fait. C'est-à-dire que on peut utiliser un autre outil numérique, comme par exemple son smartphone, et faire de la réalité augmentée directement sur l'écran. Ce qu'on fait, nous, en réel avec des escape games où on peut avoir ça sous forme de papier et le téléphone va permettre de scanner. Là, le téléphone va scanner quelque chose qui est à l'écran pour avoir une nouvelle information, mais qui sera à ce moment-là sur le téléphone et non plus sur l'écran. Donc, on reste sur l'écran et c'est plus le même écran et on peut sortir en fin de compte du jeu. Ce qui dynamise le jeu et qui permet un peu aussi de rendre le jeu plus sympathique et agréable, je trouve. On a fini dans les temps. Donc ça, c'est notre planche contact, entre guillemets. Mais on est encore dispo, du coup, Brieux, pour les questions. Ah, super. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Patrice, pour cette présentation super intéressante.